Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Libération le 17 septembre de l'opposant congolais Paulin Makaya après 3 ans d'incarcération à Brazzaville. Le président du parti de l'Union pour le Congo a été accueilli par ses partisans et dit vouloir poursuivre son combat pour la démocratie. Le marché de l'acquisition de biens immobiliers s'ouvre aux citoyens étrangers. En Tunisie, les Algériens et les Libyens peuvent désormais devenir propriétaires sans autorisation au préalable du gouverneur, mais sous certaines conditions. Détails à suivre dans cette édition. Et l'existence des ormeaux est menacée à cause du braconnage en Afrique du Sud. Le trafic de ces mollusques marins coûterait près de 60 millions de dollars par an à la nation arc-en-ciel. En 18 ans, 96 millions d'ormeaux auraient été braconnés dans ce pays d'Afrique australe. Mais tout d'abord, au Cameroun, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 commence officiellement ce samedi 22 septembre. Les 9 candidats en lice ont 2 semaines pour faire la promotion de leur programme électoral. Rappelons que cette élection se déroulera dans un climat de crispation alimenté par le vaste mouvement de mécontentement des populations anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays qui sévit depuis fin 2016. L'opposant congolais Paulin Makaya est libre après 3 ans de prison. Le président de l'Union pour le Congo a été remis en liberté le 17 septembre. Sa libération effective intervient 4 jours après la décision de justice ordonnant la fin de sa détention. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. À 49 ans, Paulin Makaya ne semble pas affaibli par les 1100 jours passés à la maison d'arrêt de Brazzaville. À son domicile, situé à Madibou dans le 8e arrondissement de Brazzaville, il tente de retrouver la joie de vivre auprès des militants du Parti uni pour le Congo. Depuis sa sortie de prison le lundi 17 septembre 2018, il a exhorté les autorités à favoriser la compétition des talents. Le Congo est notre affaire à tous. Et le Congo est une communauté de valeurs partagées. On ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas compétition des talents. S'ils étaient meilleurs, s'ils étaient bons, mais le Congo serait le pays le plus développé avec tout ce que nous avons comme richesse. Mais le pays est malade. Mais nous avons des ambitions pour ce pays. Nous sommes aussi des talents. Nous sommes talentueux. On sait ce que nous sommes capables. J'ai fait des propositions. Non, il faut qu'on sorte de la politique de l'intimidation. Paulin Makaya a été arrêté le 23 novembre 2015 pour trouble à l'ordre public alors qu'il manifestait contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Sa libération a été bien accueillie par les militants de sa plateforme politique. L'UPC, c'est une école qui a pour professeur M. Paulin Makaya, qui est notre président du parti. Donc sa libération était vraiment beaucoup attendue pour nous, puisque notre encadrement au niveau politique n'était pas encore achevé. Chaque mois, je venais ici pour venir lui rendre visite. Vous pouvez évaluer combien ça m'a fait, combien ça m'a coûté. Mais aujourd'hui, quand j'apprends qu'il est libre de tout mouvement, ça me fait beaucoup plaisir. Ancien proche et disciple de Bernard Bakana Kolela, auprès de qui il a tiré son militantisme. Paulin Makaya prône l'unité des Congolais sans aucune différence ethnique. Cofondateur du parti MCDDI, dirigé par son mentor, il a regagné le Congo le 30 juillet 2014 après 17 ans passés en exil. Également dans l'actualité, au Mali, les partisans du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, ont manifesté ce vendredi 21 septembre dans certains quartiers de Bamako. Malgré l'interdiction de manifester, les forces de l'ordre ont dispersé ces rassemblements. Les manifestants entendaient contester une nouvelle fois l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, alors que le Mali fête ce samedi 22 septembre le 58e anniversaire de son indépendance, auquel plusieurs chefs d'État africains doivent prendre part aux côtés du président Ibrahim Boubacar Keïta. La Côte d'Ivoire a atteint à la fin de l'année 2017 un taux d'endettement de 42,6%. Les autorités prévoient de le porter à au moins 42,7% du produit intérieur brut d'ici la fin de l'année 2018. Objectif financer le plan national de développement. Ibrahima Djoumaba.
Pour financer son plan national de développement, l'État ivoirien fait souvent recours aux marchés financiers ouest-africains et internationaux. À fin décembre 2017, le service de la dette totale s'est élevé à 1448,2 milliards de francs CFA. Il va croître de 2,6% en moyenne par an entre 2018 et 2022 pour ressortir à 1602,4 milliards de francs CFA. Je note que la Côte d'Ivoire dispose d'une marge très confortable compte tenu de la croissance économique très forte de ce pays sur les dernières années et compte tenu aussi des prévisions de croissance toujours élevées. On peut dire que les perspectives sont bonnes. Alors que l'Union économique et monétaire ouest-africaine recommande à ses États membres un plafond de leur dette publique à 70% du produit intérieur brut, celle de la Côte d'Ivoire est projetée à 42,7% à la fin de l'année 2018. Le service de la dette extérieure rapporté aux recettes budgétaires est ressorti à 12,2% en 2017. Il faut quand même rappeler qu'on ne peut pas se développer sans s'endetter. Il va de soi que maintenant les montants levés doivent juste servir à des projets structurants, créateurs d'emplois et réducteurs de pauvreté. Le service de la dette extérieure rapporté aux exportations est estimé à 7% à fin 2017, avec un niveau annuel moyen de 8% sur la période 2018-2022. En Tunisie, l'acquisition des biens immobiliers par certains citoyens étrangers sans autorisation du gouverneur est désormais possible. Le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières a décidé le 20 septembre d'ouvrir ce marché aux Algériens et aux Libyens. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Les Algériens et les Libyens pourront désormais acheter des biens immobiliers en Tunisie sans recourir au préalable à l'autorisation du gouverneur. Une disposition pour aider le secteur de l'immobilier tunisien confronté à une flambée des prix depuis la révolution populaire de 2011. D'abord, ils sont des voisins immédiats. Il y a aujourd'hui un certain nombre de Libyens installés durablement en Tunisie. C'est aussi une manière de pouvoir les pousser à une forme d'installation et d'intégration dans le pays. Les Algériens sont véritablement des voisins et surtout des touristes réguliers en Tunisie. Et je pense que beaucoup d'Algériens aussi souhaitent, de par cette proximité, avoir la sécurité et la possibilité de pouvoir acquérir des biens immobiliers. Toutefois, l'acquisition des biens immobiliers se fera sous deux conditions, à savoir le règlement du bien en devise étrangère et l'acquisition d'un bien immobilier dont le seuil minimal est de 300 000 dinars. Il y a un besoin immédiat de devises. Le dinar tunisien est en train de déraper fortement et s'il n'y a pas de devise étrangère, eh bien la valeur du dinar va chuter. Et c'est comme ça que, malheureusement, on se retrouve dans la situation actuelle. Cette nouvelle résolution vient en aide aux promoteurs immobiliers tunisiens soumis à une nouvelle taxe de 13% sur la vente des logements à usage d'habitation, mise en place par la loi de finances 2018. En Afrique du Sud, le braconnage des ormeaux est en hausse. La pêche de ces mollusques marins n'est pas destinée à la consommation locale, mais au trafic illégal qui alimente un réseau international. Le braconnage représente 20 fois les prises légales et menace l'existence de ces animaux. Solène Duplessis. Les ormeaux sud-africains menacés par le braconnage, le mollusque présent près des côtes du Cap occidental, est en effet confronté à un vaste réseau de contrebande. En octobre 2015, la police sud-africaine a saisi plus d'1 million de dollars du crustacé à des trafiquants. Un commerce alimenté par les difficultés économiques des populations de la région du Cap. Selon des estimations, en 18 ans, 96 millions d'ormeaux auraient été braconnés en Afrique du Sud, soit 2000 tonnes chaque année. Au cours des 5 dernières années, la quantité d'ormeaux pêchés illégalement est supérieure à 95%, ce qui signifie que seulement 5% ou moins a été pêché légalement. Le reste a été braconné. Alors, imaginez que depuis 20 ans, chaque jour, il y a une arrestation liée à la pêche illégale d'ormeaux et nous n'en attrapons que quelques-uns. L'Afrique du Sud, qui ne produit que 3% des ormeaux dans le monde, exporte l'essentiel de sa production vers la Chine. Surnommé l'or blanc en raison de sa chair nacrée, environ 90% des prises dans la région du Cap sont destinées aux restaurants haut de gamme de Hong Kong, un produit très prisé dans le pays. L'ormeau est un produit haut de gamme. Les acheteurs d'Hong Kong sont prêts à payer cher pour ce produit.
C'est un signe de richesse. Vous pouvez le comparer par exemple au champagne ou au caviar. Ce n'est pas tant le goût du produit, c'est un symbole pour montrer que vous pouvez vous permettre d'acheter ce produit. En 2016, la valeur du commerce illégal d'ormeaux était estimée à 57 millions de dollars. Les autorités prévoient d'interdire la pêche à la fois récréative et commerciale du crustacé afin d'éviter l'extinction du mollusque qui joue un rôle écologique essentiel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.